Hello chers cavaliers et chères cavalières, ici Angélique. Bienvenue sur C'est pas sorcier, le podcast qui vous parle du lien cavalier-cheval. Ce podcast est complémentaire au blog j'entraînemoncheval.com. Avec le blog, on fait dans le concret. On parle conseils, exercices, on détruit les mythes de l'équitation et au final, on a quand même les deux pieds dans la carrière. Avec le podcast, au contraire, on prend de la hauteur et on s'inspire. Ensemble, nous allons interviewer des personnalités ou des experts équestres et j'espère que nous trouverons des clés ou en tout cas des axes de réflexion sur le lien qui unit un cavalier à son cheval. Le but, c'est évidemment que nous progressions nous-mêmes sur le lien qui nous unit à nos chevaux. Aujourd'hui, pour cet épisode C'est pas sorcier de nouer un licol éthologique, j'accueille Marie Gourvic de la marque Horse & Rope. Quand on parle lien cavalier-cheval, on pense assez vite à l'éthologie. Enfin, cette appellation est inexacte, je me suis fait rattraper par la police pendant le podcast et je laisserai donc Marie vous expliquer pourquoi on ne devrait pas dire éthologie. Cette discipline se réduit à l'utilisation d'un matériel assez simple, une longe et un licol en corde. Encore faut-il savoir le nouer correctement. Marie nous révélera les conséquences d'un licol mal noué et je lui dis merci car j'ai enfin compris grâce à elle l'explication du pourquoi il y a un bon nœud et pourquoi il y a un mauvais nœud. Vous aussi, par conséquent, je vous laisse découvrir le pourquoi du comment. On parlera également du hook pen, ce petit crochet en plastique qui peut casser et libérer le cheval en cas de problème. J'en profite pour rappeler ici que les licols éthologiques sont des licols de travail et en aucun cas des licols prévus pour l'attache, quand bien même vous utiliseriez le hook pen. Comment fonctionne un licol éthologique? Comment bien le choisir? Peut-on le faire soi-même? Autant d'informations que Marie nous apprendra. J'avais envie d'interviewer Marie car c'est une belle personnalité au parcours atypique. Ingénieure en biologie, cavalière, elle se blesse lors d'une terrible chute. Elle reste alitée pendant longtemps et elle reprend contact et elle reprend confiance dans les chevaux grâce à l'équitation éthologique. Elle finira par créer sa sellerie, qui deviendra plus tard Horse & Rope. Marie a en plus un engagement environnemental très fort que je voulais vraiment mettre en avant, avec son aventure du licol Zero Waste et l'opération 1% pour la planète. Marie nous prouve que nous pouvons tous, à notre niveau, limiter l'impact sur notre planète en choisissant des marques qui se bougent. Petite précision, l'enregistrement s'est fait pendant le salon Équitalion. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir des bruits de fond. Alors de temps en temps, vous pourrez entendre des bruits d'assiettes ou les bips des scans à l'entrée du salon parce qu'on s'est posé dans le petit snack qui était juste à gauche en rentrant. Donc je m'en excuse. Il est grand temps de lancer l'épisode C'est pas sorcier de nouer un licol éthologique avec Marie de Horse & Rope. Bonjour Marie. Salut Angélique. Merci de m'accueillir pendant le salon Équitalion. Merci à toi de m'accueillir sur ton podcast. Écoute, c'est surtout en fait toi parce que quand je suis passée sur ton stand tout à l'heure, tu avais l'air overbooké. C'est un bon problème et effectivement il y a des moments de rush, ouais, c'est vrai que... Ce qui est plutôt une bonne chose en même temps sur un salon comme Équitalion. On est là pour ça, ouais. C'est tout ce que je te souhaite. Merci. Donc vraiment merci de me consacrer du temps, c'est Avec vraiment plaisir. super gentil. L'idée aujourd'hui c'est qu'on va parler du lien cavalier-cheval. Tu as la marque qui s'appelle Horse & Rope, qui est spécialisée dans le matériel équestre, plutôt éthologie. Oui. Alors du coup, je te pose la question parce que j'ai lu que tu étais diplômée en biologie et au final, tu vends des licols éthos sur Équitalion. Ouais. Comment t'as fait? Alors j'ai pas fait d'études en éthologie, que ça soit, que ça soit biologie. Alors, c'est vrai que l'idée à la base, je m'étais orientée sur un parcours biologie animale et végétale. Et en fait, premier cours, ça m'a saoulée. Mais vraiment, vraiment à l'ancienne, tu sais, avec les arbres phylogénétiques, étudier tous les parasites des animaux avant de rentrer dans la grosse bête. D'accord. Et du coup, effectivement, après je me suis orientée sur un parcours de biologie cellulaire et j'ai fait un master spécialisé en infectiologie, donc l'étude des parasites, virus, bactéries. Ça a l'air pas glamour quand tu le dis comme ça, là, tu étudies le virus de la grippe et des trucs pas fun. Moi, le truc cool, c'est que j'ai fait mon dernier stage de master, de fin d'études, sur le virus du cheval herpès D'accord, amérial. Okay. Donc ça, c'était vraiment cool d'étudier un peu le système immunitaire du cheval,
qui te sort de tout ce que tu as appris en théorie à la fac. Okay. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, je suis pas après mes études, un parcours dans la recherche publique fondamentale. Après, je me suis orientée sur la recherche plutôt privée, en domaine de la biologie médicale, donc à nouveau sur des virus. Ok. Voilà. Oui, donc finalement, ton dernier métier n'avait rien à voir avec Orsen Rops. Ouais, voilà, donc rien à voir. Après, j'ai créé Orsen Rops en parallèle. J'ai créé Orsen Rops, en fait, le contexte, c'était que je tournais un peu en rond dans mon job. En tant qu'ingénieur, le problème, c'est que quand tu n'as pas le niveau de docteur, tu es un peu limité. Tu travailles avec des chercheurs, tu apportes ton expertise technique, ton expertise de labo, mais tu travailles, ok, donc tu apportes tout ça, mais c'est toujours le chercheur qui va guider le projet. Ouais, d'accord. Ça, c'était un peu frustrant, on va dire. J'ai eu la chance d'être managée quand même par des personnes qui étaient très à l'écoute de mes envies, mais le message était clair, je pouvais pas évoluer plus que... Oui, à moins de passer vraiment ton doctorat, en gros, quoi. En gros, voilà. Mais c'était pas du tout le projet, puis il n'y avait pas le besoin dans la boîte, donc voilà. Du coup, j'ai créé Orsen Rops en parallèle en me disant... ma philosophie, c'est je veux pas me faire chier dans mon boulot, que ça soit une source d'épanouissement. Et il se trouve que dans ma famille, il y a pas mal d'entrepreneurs. Le côté, ce que tu entends chez toi, ce que tu vois chez ton oncle, ton père, etc. Te dire, prends-toi en main. Si tu peux pas, soit cherche un autre job, ce que j'ai essayé de faire, soit créer quelque chose. Donc, je suis rentrée dans cette démarche. Et ça m'a pris quand même plusieurs mois. Et après, le contexte, c'est que je découvrais donc l'équitation éthologique. Bon, la petite sœur, j'avais eu un accident à cheval, je me suis arrêtée plusieurs années. Et quand un accident en quelle discipline, du coup? C'était sur le plat, une séance de travail sur le plat. D'accord, ok. Sur une jument. En fait, c'était dans un club, c'était quand j'étais à la fac. C'était dans un club, on va dire, qui respectait pas justement les besoins naturels, fondamentaux du cheval. D'accord. Et ce qui est marrant, c'est quand je suis rentrée dans le box de la jument le matin, je me suis dit, oh là, il y a un truc, tu vois. Ouais, t'avais senti que ça se passerait mal à un moment. Il y a un truc qui va pas bien, mais pas capable, en tout cas à l'époque, j'étais pas capable d'assumer, de dire au prof... non, je le sens pas. Non, je le sens pas, il y a un truc qui va pas. Non, je suis allée en selle, comme ce qu'on fait dans les clubs. J'ai lutté pendant, je sais pas, 20 minutes contre la jument pour essayer de la voir avec moi, de la calmer. Et au moment où j'ai cru que ça allait mieux, au galop, elle est partie en vrille. D'accord. Rodéo. Et puis à un moment, Donc t'as fait la fusée, en gros. Et bien sûr, comme ce qu'on t'apprend toujours, on remonte. Ouais, on remonte immédiatement. Alors, j'étais pas au top, tu vois. J'étais bon. Alors, allez, je remonte. Il n'y a pas moyen que je reste là-dessus. Et même si on ne travaillera pas tout, on va essayer de terminer sur quelque chose de plus calme. Et en fait, j'avais mal à la hanche, enfin au bassin. Tu vois, je pars au trot. Et là, ça va pas. J'ai vraiment mal. Donc là, je me tourne vers la prof. Et je lui dis, écoute, Laurence, il faut que je m'arrête parce que là, ça va pas. Et elle était à l'écoute, hein. Et j'étais complètement... je l'avais abandonnée, la jument, tu vois. J'avais tellement mal, j'étais focus sur moi. Et elle m'a refait exactement le même coup, au même endroit, le rodéo. Et donc, là, j'ai pas retombé sur ton truc où t'avais déjà mal. Ouais, en fait, je me suis fait exactement la même chute, un vol plané. Donc, urgence... bassin fracturé, alitement pendant pendant un mois. On me dit à l'hôpital, vous monterez pas pendant 6 mois. Donc là, je te dis pas, j'étais mal. Quand tu fais de l'équitation, c'est dur d'entendre ça. Voilà. Et après, le truc étonnant, c'est que je me suis retrouvée au lit toute seule, en gros, et j'ai eu le temps de repenser à tout ça, en fait. Ouais. Et j'ai eu le temps. Et en fait, là, je vais te dire très honnêtement et sans honte, il y a des peurs qui sont installées. En disant, mais attends, ça va pas ce que je fais. J'ai senti que la jument allait pas bien. Et j'ai voulu essayer de faire quelque chose, mais je suis quoi, moi? Je suis une petite cavalière, j'ai pas de niveau. Ah, tu vois, et ma prof d'équitation me dit après le cours... Oh Marie, super assiette, t'as bien résisté au rodéo. Waouh! Il me faut une médaille. Explosé, non, mais voilà. Et puis elle me dit oui, tu sais, en ce moment je la fais monter par des galops 7, 8. Et il arrive pareil. Et je dis mais quoi? Et tu me dis ça maintenant? Mais pourquoi tu la fais monter alors que j'ai un niveau au galop 4, 5? Enfin, tu vois, il y a quand même une aberration là-dedans, tu vois. Bref, donc j'ai eu du mal à me remettre en selle. Et j'ai cherché un club qui avait une autre approche du cheval, en tout cas qui respectait en me disant je veux des chevaux ou des poneys bien dans leur tête.
Mon seul critère. J'ai trouvé un petit club du côté de Lyon, spécialisé en pony game, qui s'appelle Ponygone, où tous les poneys sont au pré en groupe. Quand il y a un poney qui est pas bien, il n'est pas monté, il fait pas beaucoup d'heures par semaine. Il fait du shiatsu, de l'ostéo, il a une selle adaptée, enfin tu vois. Il a une vie de cheval quoi. Voilà. Et là je me suis dit waouh, déjà ça me plaît. Et il y avait donc des cours d'étau. En fait j'étais partie sur le Pony Games en mode c'est ludique, ça va être... oui, le moyen de me faire remonter, mais sur le jeu, quoi. Voilà, exactement. Tu vois, mais en me disant, il faut que je trouve quelque chose, je peux pas rester avec tout ça. Et en fait, bon, ça me correspondait pas complètement. Puis j'ai observé, il y a un cours d'étau, tu vois. Et j'ai rencontré une personne là-bas, une cavalière qui avait acheté un poney. Et elle m'a parlé de tout ça, quoi. Et ça a tout de suite... en me disant, attends, mais le comportement du cheval, mais oui, tu vois. La science, effectivement, observer... c'est quelque chose qui m'a toujours plu et du coup je me suis dit c'est ça en fait. Et du coup après si tu veux c'était vraiment toute cette période où le boulot ça me saoulait un peu. Je découvrais cette approche du cheval qui était pour moi en fait ce que je cherchais depuis déjà un moment. Et après l'observation c'était au niveau matériel. On m'avait conseillé le matériel des Allemands, Brokamp, qui est la référence au moins européenne si c'est pas mondiale. Effectivement le matériel est top qualité. Après c'est un budget. Donc je me suis dit, faut que je regarde ce qui se fait en France. J'en ai acheté du matériel français, il y a des marques tout à fait correctes, mais il y avait quand même une espèce de gap, tu vois, entre la qualité d'une longe française et la qualité d'une longe allemande. D'accord. Donc moi, je me suis dit, il faut que je trouve une corde, il faut que je fasse quelque chose. Il y a peut-être un truc à faire. Voilà, et ça s'est fait comme ça, et je suis manuelle, et j'aime bien l'idée de retourner à des choses... dans ta vie, tu sais, d'assez concret, parce qu'on a des métiers très intellectuels des fois, et en fait, on ne sait plus faire grand-chose de nos mains. Et ça, c'est quelque chose qui me parle, tu vois, de se dire, bon, la réalité, c'est que faire une épissure et faire des nœuds sur un bout de corde, qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien? Pas grand-chose, tu vois, par rapport à quelqu'un qui va travailler la terre ou autre. Mais bon. Mais déjà, tu fais un truc de tes mains. Voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Tu crées vraiment des trucs d'une corde, tu passes à un licol quand même. Voilà. C'est pas rien. Mais en tout cas, si tu veux, je me t'ai dit, le matériel d'équitation éthologique, ça me correspond par rapport à mes aspirations, à mon regard sur le vivant, que ce soit cheval ou animal, ou même humain, du respect des autres en fait, et d'avoir quelque chose de réfléchi et conscient dans ton approche en tout cas, de l'équitation. Donc c'est comme ça qu'au final, tu crées ta sellerie d'abord, en 2013, parce que j'ai fait mes recherches. Attention. Ouais, bien. Et après, j'ai découvert du coup que tu t'étais associée il n'y a pas très longtemps, en 2018, et que tu avais vraiment créé Orson Rope. En tout cas, à ce moment-là, la marque existe. Exactement. Voilà, en 2013, donc c'était micro-entreprise, c'était le statut idéal quand tu as un métier à côté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est je suis tombée enceinte. Donc, je me suis dit, c'est plus possible d'avoir deux métiers et un enfant. C'était un projet personnel qui était important pour moi et mon mari. Donc on s'est dit, et sur le contexte aussi, c'était que ma boîte elle cherchait aussi à une époque à réduire son effectif. Et comme je t'ai dit, j'ai eu la chance d'avoir des managers super à l'écoute. Et je leur ai dit, écoutez, là c'est plus possible en fait. Donc est-ce qu'il y a moyen de partir en négociant une rupture conventionnelle? C'est ce qui s'est passé. Et en parallèle, j'ai vu un comptable pour valider en fait valider le projet au niveau rentabilité. Ça me paraissait essentiel de se dire parce qu'après quand t'es en société c'est des démarches un petit peu plus compliquées en termes de compta, impôts, tout ça. Voilà, j'ai toutes les clés pour me lancer en société et je me suis donc associée à mon mari Benoît qui est l'homme de l'ombre qui m'aide depuis toujours, qui m'a aidé sur le site internet, donc c'était naturel de m'associer avec lui. Ok, ça marche. Du coup, l'éthologie, tu le pratiques, j'imagine. En tout cas, c'est comme ça que tu as renoué un lien avec le cheval. Ouais. Alors, pareil, merci Google, mais j'ai vu que tu avais fait la motte en 2013. Ouais. Bah oui, j'ai fait la motte en fait en 2012 et 2013. En fait, j'aime bien la compétition pour le côté challenge personnel. En fait, si tu veux me mesurer aux autres, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est pas de me dire je suis meilleur que l'un ou que l'autre. Ce qui m'intéresse, c'est de faire le point à un instant T, de se mettre dans des conditions de challenge. On n'est pas à la maison. De se dire, avec mon cheval, où j'en suis. Mais en fait, tu n'as pas besoin d'aller être en compétition. Il suffit aussi d'aller faire un stage, d'avoir un regard d'un autre professionnel. Mais moi, en tout cas, ça me plaît. Donc, j'ai fait la motte une première fois en 2012 en équifile. Je venais de commencer le travail d'équitation éthologique. Donc, on avait plein de choses sur lesquelles travailler. Avec Prince, le cheval que j'avais en demi-pension, qui est devenu mon cheval par la suite. D'accord.
On avait plein de problèmes. Mais c'est top parce que sur l'année 2012, en gros, on a fait, je sais plus, on a fait 15-16e. Il n'y avait pas d'objectif podium. Hein. C'était où est-ce que j'en suis et voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir travailler l'année prochaine. Et en fait, du coup, l'année d'après, on a travaillé sur des choses. Il est un peu claustrophobe, comme on dit. Il a du mal à rentrer dans le van. Il a du mal sur les obstacles. Après, du coup, on a travaillé là-dessus. Et en 2013, du coup, j'ai refait la motte et l'objectif, c'était de faire un classement. Donc, d'être dans les 9 premiers pour faire le tour d'honneur. En fait. Ok. Je misais pas le podium parce que je savais qu'autour de moi, il y avait des personnes qui étaient déjà qui faisaient de l'étau et de l'équifile depuis plus longtemps que moi. Je savais qu'il y avait du niveau. Rien que ma pote avec qui je sortais en compétition, elle avait un niveau de fou. Elle a fini sur le podium à la 3e place. Mais voilà, c'est de se dire par rapport à l'année dernière, qu'est-ce qu'on a fait. Et moi, mais quel bonheur. Parce que tous ceux sur quoi, en fait, j'étais sûre de nous, j'ai tenté les contrats les plus gros, tous validés. Wow. Tous validés, des points bonus parce que, en fait, j'ai un cheval qui est, comme on dit, cerveau gauche introverti. À la base, si tu veux, il s'intéressait pas du tout à moi. Ça n'a pas du tout été le coup de foudre entre lui et moi, c'est clair. Il s'en foutait de moi. J'ai beaucoup de mal à l'intéresser, à le motiver. Par contre, ce genre de chevaux, quand tu as quelque chose, et c'est béton, quoi. D'accord. Donc ça te donne confiance en disant ok, il le fait, c'est que je m'y prends bien et que je l'intéresse, ou que l'exercice l'intéresse et qu'il y trouve un certain confort ou je dirais pas, je trouve peut-être pas le bon terme, mais en tout cas ça le dérange pas de le faire. Donc gros kiff parce que là j'ai vécu vraiment, tu sais comme on dit avec les chevaux, tu vis l'instant présent. Ouais. T'étais vraiment ancré avec lui quoi. Ah ouais. Et c'était pas mon cheval à l'époque, c'était un cheval de club. Donc si tu veux partir à la motte, c'est se dire je pars comme si c'était mon cheval. Avec mon ami Emmanuel avec qui je partais en compétition. On a la même philosophie, c'est-à-dire on est là pour nos chevaux en fait. Donc on laisse pas nos chevaux au box, on sort tout le temps, il faisait chaud, on allait bordure de forêt, on prenait la longe de 7 mètres, on se posait dans l'herbe et eux ils broutaient, là, ils faisaient leur vie. Et il me l'a rendu super bien, c'est une très belle expérience quoi. Quand tu es là pour ton cheval, au final le score tu t'en fous quoi. Je veux dire, t'es déjà meilleur que la version de toi l'année précédente, donc du coup c'était déjà validé quoi. Tout n'était pas, tous les problèmes, et d'ailleurs aujourd'hui tous les problèmes ne sont pas résolus, mais il y a du progrès, donc c'est ce qui compte quoi. Cool. Qu'est-ce que tu aimes dans l'éthologie finalement? C'est ce lien avec le cheval? Alors en fait, je suis désolée de te reprendre. C'est vrai que c'est mon côté scientifique. Vas-y, dis-moi. Mais pour moi, tu vois, il y a l'éthologie. Vraiment, si tu me parles d'éthologie de science, là, je peux te dire tout ce qui me plaît. C'est-à-dire que c'est au-delà du cheval. C'est-à-dire moi, je lis des livres de primatologie. Je regarde des documentaires sur les éléphants. Je me permets de te couper. Du coup, l'éthologie, la vraie, c'est l'étude du comportement des animaux. C'est ça. On en a fait un billet après avec l'équitation, mais à la base, l'éthologie, c'est le comportement des animaux. Voilà. Donc moi, si tu me parles d'éthologie, ce qui me fascine, c'est de dire qu'on vit sur une planète exceptionnelle où on a encore, pour le moment, de la biodiversité et de voir les mécanismes d'adaptation, de comportement, les capacités cognitives des animaux que nous, humains, on se permet tout le temps de classer à dire cette espèce est plus intelligente que celle-ci, ce qui est ridicule. À la base, on n'a pas les mêmes facultés, déjà rien qu'au niveau anatomique, tu vois. Mais c'est pas Einstein qui disait que demander à un poisson rouge de grimper un arbre et il pensera qu'il est bête toute sa vie? C'est lui, hein. C'est exactement ça. Alors, je sais pas si c'est Einstein, mais en tout cas, je partage ça. Donc, si tu veux, l'éthologie, c'est vraiment l'observation, la compréhension, et je trouve que c'est fascinant. Je te donne juste un petit... je sais pas si tu as vu le film, je pars peut-être... excuse-moi si je dévie un peu. Non, on part, t'inquiète. Il y a un film qui est super, alors c'est sur l'éthique, c'est plutôt philosophique, et c'est sur les droits des animaux qui s'appelle, je sais pas en français, mais Unlocking the Cage. Ok. En fait, c'est une équipe d'avocats américains, Stephen Wise, j'ai un doute, ou Steve Wise, enfin quelque chose comme ça, qui a voulu faire reconnaître les chimpanzés comme une personne en termes vraiment juridiques, tu vois. D'accord. Donc, a des droits, en fait, comme l'humain, a certaines libertés. Et dans ce film, écoute, il y a une scène qui est extraordinaire où il va rencontrer des primatologues. Et il y a un chimpanzé, une chimpanzé qui... En fait, ils ont un espèce d'écran tactile géant avec des icônes. Et donc, lui, il arrive, elle s'installe, elle fait signe à un primatologue, j'ai quelque chose à vous dire, en gros. Ouais. Elle s'installe devant l'écran. Et tu vois dire, elle tape sur les touches pour constituer des espèces de phrases.
Elle dit nouveau humain, un truc dans le genre, en voyant la mot arriver. Ouais. Après, elle dit, donc je sais plus, enfin, c'est un souvenir, hein. Genre, je veux la balle, la petite, pas la grosse. Ah, tu vois, t'es sur un dialogue interespèce. Non, mais c'est un truc de fou. Et nous, on est là, toujours. Enfin, bon, là, ça fait écho parce que j'ai fait le podcast sur la communication animale. Ouais, et du coup, beaucoup de gens n'y croient pas, mais je pense sincèrement que il y a des choses qu'on doit encore explorer malgré tout aujourd'hui, alors qu'on est en 2019. Je pense qu'on connaît très peu de choses en fait. Ouais, mais complètement. Et c'est vrai que sur les grands singes, c'est plus facile parce qu'ils sont proches de nous et que leur intelligence est peut-être plus perceptible. Elle est plus proche de la nôtre en tout cas. Elle est proche de la nôtre, mais pour moi, toute espèce a une forme d'intelligence, une forme de communication. Bah, même les arbres. Je ne sais pas si tu l'as lu, La vie secrète des arbres. Bien sûr, c'est un des livres de chevet. Tu vois, je veux dire, donc l'éthologie, voilà, bon, je vais arrêter sur le côté éthologie. Après, l'équitation... Mais du coup, si je parle de la discipline équestre, tu appelles ça comment ? Équitation éthologique. Okay. Mais en fait, si tu veux, il y a gros débat, ça veut rien dire, etc. En fait, c'est juste qu'à la base, on est nul en anglais, les Français, qu'on n'a pas su traduire les termes américains. Hein. Je caricature. Natural horsemanship, comment tu le traduis ? Équitation naturelle. Donc bon, il y a eu ce choix peut-être de la Fédé ou je sais plus sur l'équitation éthologique. Et puis c'est resté. Pourquoi pas ? Bon, c'est tout. Enfin, faut accepter. C'est pas. Donc l'équitation éthologique, ce que j'aime, c'est que pour moi, c'est pas une discipline, c'est une approche du cheval en fait. C'est une approche du cheval et ce qui est génial de voir aujourd'hui, c'est que ça se répand. Que tu sois cavalier de CSO, d'endurance, de trek, de dressage, c'est dire quelles que soient tes aspirations ou juste un cavalier de loisir, c'est ce que je veux, c'est monter un cheval avec qui j'ai la confiance, j'ai la sécurité. Moi, c'était après mon accident, c'était de me dire je veux comprendre mieux mon cheval pour savoir quand ça va pas, savoir si il vit dans de bonnes conditions et est-ce que j'ai droit de le monter entre guillemets, tu vois, même si la sécurité c'est hyper important en équitation, c'est un des sports les plus accidentogènes. Et tout à fait. Comme tu es maman, je pense que tu stresseras un jour si jamais tu mets ton enfant à cheval. Ce sera pas rassurant du tout, quoi. Moi, ma fille qui a 2 ans, elle vient avec moi au pré et elle est petite, mais je lui explique tout. Je lui dis, il y a des chevaux qui arrivent parce qu'on va voir Prince. Il y a des chevaux qui arrivent autour de nous. Tu restes pas au sol, tu viens dans mes bras, tu vas sur les épaules. Je veux pas parce que les chevaux, on les connaît moins bien, parce qu'il y a des règles, on donne pas à manger au cheval dans le pré pour pas créer des mouvements. Tu cours pas vers les chevaux, tu te mets pas derrière un cheval, tu parles, et c'est que du bon sens finalement, quelque part. Donc effectivement, je veux dire, il y a des règles de base qu'on des fois on oublie d'expliquer dans les clubs. Après, je trouve que ça évolue dans le bon sens, mais en tout cas, c'est ce qui me plaît dans l'équitation éthologique, c'est l'aspect, le respect en fait. En fait, quelque part, les chevaux, on leur donne pas le choix, quoi. Ouais. Tu vois ? On leur monte dessus, mais autant rendre la chose agréable pour le cavalier et pour le cheval, qui est moins de gâchis. Non, prendre le temps, je veux dire. Que ce soit un bon moment pour tout le monde, quoi, en gros. Ouais, quelque part. Qu'ils soient contents que leur humain vienne pendant 1 heure. Ouais, en tout cas, content, je sais pas, tu vois, c'est toujours pareil, on met des termes assez c'est des termes humains. Mais c'est normal, hein, on a un langage humain, donc voilà. Mais en tout cas, que ça soit associé à un moment plutôt agréable pour le cheval et non comme un calvaire, quoi. Alors, je reviens sur l'équifile et l'équitation éthologique au sens l'épreuve du licol. Ouais. J'ai vu que c'était un peu ta spécialité. Ouais, alors j'ai vu ce que j'avais fait un article sur le blog. Exactement. Ouais, non, alors je dirais pas que c'est ma spécialité parce que tu vois, quand j'y repense, les codes que j'avais de rappel à l'époque, en tout cas à la motte, ils étaient vraiment pas bons. Je me baissais pour dire allez, viens vers moi, je trouve ça pas très bon. C'est un exercice qui est sympa parce que tu dois avoir l'immobilité de ton cheval. Tu nous expliques, du coup, moi j'y connais rien. Excuse-moi. En gros, alors le règlement a peut-être changé depuis 2013, mais en gros, tu pars avec ton cheval d'une zone de départ, tu as le licol et la longe, tu tiens ton cheval, tu le mets dans une zone d'arrivée, tu enlèves le licol, tu fais le tour du cheval, donc là le cheval il doit être immobile, il doit être désensibilisé, c'est-à-dire que tu dois le toucher peut-être avec ta main ou le matériel, je sais pas, et faire tout le tour de ton cheval, donc ça c'est quand même bon. Voilà. Et alors après, tu as différents types de contrats. Mais moi, à l'époque, en tout cas, mon contrat à 20 points, c'était ensuite, je sors de la zone, je vais me mettre à quelques mètres. Le cheval ne doit pas sortir de la zone. Donc, on est toujours sur l'idée de l'immobilité et de la connexion. C'est-à-dire qu'il doit toujours être le cheval attentif à son cavalier. Et je rappelle mon cheval. Ok. Donc, il doit venir vers toi, du coup. Il doit venir vers moi. Voilà. Et là, je remets le licol.
Ok. Donc là, c'est souvent le petit instant de panique chez les cavaliers de réussir à mettre correctement le licol du cheval dans un temps imparti. Parce que c'est le problème de l'équifile et c'est normal en même temps, c'est qu'on est chronométré et des fois le problème c'est que le chrono te fait faire des choses un peu à la hâte et ça gâche un peu le travail. Mais bon, il faut bien, ça peut pas durer 3 heures non plus, quoi. Alors des conseils pour bien réussir à remettre son licol en un temps restreint. Déjà, l'étape numéro 1, c'est de savoir faire céder son... Parce que alors, en tout cas à l'époque, je suis pas sûre que c'est toujours pareil, mais on devait avoir un genou au sol, donc on devait être par terre. Donc il faut que le cheval déjà cède vers le bas. Tu vois, donc c'est vraiment l'éducation au licol et qui est une règle de base de sécurité. Quand on met un licol, c'est que si le cheval aussi, par exemple, se coince quelque part, ils comprennent qu'il faut céder et pas résister. Et pas tirer, quoi. Ce qui est la réaction numéro 1 du cheval, d'être en opposition. Ensuite, tu lances la tétière par-dessus la tête du cheval. Le mieux, donc, c'est que ton cheval il soit tressé pour pas avoir les crins qui partent avec. Voilà, les premiers crins, du coup, la plus proche du passage de nuque, ceux-là, il faut les tresser. Bah en fait, moi, c'est ce que je faisais parce que moi, j'ai jamais aimé faire de pion. Ça n'allait pas à Prince. Donc, ça m'est arrivé d'aller en compétition avec un cheval non tressé, ce que tu peux pas te permettre aujourd'hui. Mais bon, à l'époque, on était peut-être un peu plus cool. Et donc, voilà, tu tresses si tu fais pas tous tes pions, tu tresses au moins le début pour pas accrocher les crins. Et pareil, que ça te fasse faire un nœud avec les crins de ton cheval. Et puis, c'est des trucs de compétition qui peuvent te mettre en stress sur des bêtises, tu vois. Voilà. Et à part cette petite tresse en haut des crins, tu as un autre conseil ? Alors, ce qu'on vend pas mal aujourd'hui, en tout cas chez Horse & Robe, c'est le hook kill pen. Le hook kill pen, donc c'est développé par Pérez Sellerie, par Émilie. C'est un crochet. Donc, un crochet, c'est pas la fonction de base, c'est pas faciliter le travail au cavalier d'équifile ou même au cavalier tout court. La fonction de base, c'est vrai que c'est un crochet de sécurité, mais en tout cas, sur l'épreuve du licol, ton crochet, il est fixé sur ta tétière et en fait, tu as juste à passer la petite boucle du licol sur le crochet. Donc, ça facilite grandement quand même l'enfilage. Donc, c'est vrai qu'on en vend pas mal pour l'équifile, mais voilà, à nouveau, c'est pas le job numéro 1, la fonction numéro 1 du produit. C'est la fonction sécurité du coup, parce que c'est vrai que le licol éthologique, par définition, c'est une corde, donc c'est méga solide le truc, ça casse pas comme ça. C'est ça, et on trouve différentes cordes sur le marché, mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, la corde de référence, c'est de la corde marine en polyester. Ok. C'est des cordes qui sont extrêmement résistantes, donc quand le licol est bien noué, ça casse pas. Donc ça va blesser le cheval s'il se coince quelque part. Mais vraiment, un truc tout bête, t'es en carrière, tu dis bon... Je sais pas, par exemple, tu sais, des fois, tu installes du matériel dans ta carrière et tu dis, je vais laisser mon cheval. Bon, t'enlèves la longe. Ton cheval est ferré des antérieurs. Il se gratte. Là-dessous de la tête, je fais n'importe quoi. Il se coince son fer dans le licol. Mais mon Dieu, les dégâts. C'est la fin du monde, quoi. Non, mais tu vois, c'est des accidents bêtes. En fait, on est incapable de penser à tout ce qui peut arriver. Tu vois, je veux dire, c'est pas possible. On est face à un animal, quoi, qui vit, quoi, qui on sait pas comment il peut réagir. On lui donne un réagir, peu de liberté. En plus de ça, voilà. Donc l'idée numéro 1, c'est de casser, le crochet il casse pour libérer le cheval, parce qu'effectivement, un licol bien noué ne casse pas. Alors quand tu dis un licol bien noué ne casse pas, ça veut dire qu'un licol mal noué peut casser ? Un licol mal noué peut glisser, en fait. Et d'ailleurs, un licol mal noué, il ne faut pas comprendre que ça sera plus de sécurité. Au contraire. Parce que bon, déjà, imaginons tu montes à cheval avec un licol en corde, tu peux te retrouver tête nue. Bon, c'est un peu dommage. Et en plus de ça, ça va mettre le cheval dans l'inconfort. Ça va glisser sur le bout du nez. Et autre chose que je dis moi à mes clients, de faire attention, c'est que la boucle sur laquelle tu fixes ta longe, en gros, faire attention que le tour de muserolle soit pas trop long pour pas que ça revienne dans la bouche du cheval. Tu vois, c'est pareil. Un licol mal noué, il glisse. Tu sais pas ce qui se passe. Le cheval finit par avoir le nœud dans la bouche. Mais je te dis des trucs, des cas de figure un peu... non, mais du coup, tu vois, ça m'intéresse parce que j'ai jamais compris pourquoi il y avait un sens pour le nœud éthologique. Donc du coup, là, je viens de comprendre qu'en fait, c'est juste que le nœud est auto-bloquant. Exactement. Et que ça évite de glisser. Donc si tu fais mal le nœud peut coulisser et ton licol peut s'ouvrir. Voilà. Alors si tu veux, même en dehors du fait qu'il puisse s'ouvrir, il va glisser, il va être mal positionné, ça va être... inconfortable parce que souvent ce qui va se passer c'est que la muserolle va appuyer sur le cartilage du bout du nez du cheval, donc quand même qui est très sensible. Du coup c'est pas bon, quoi.
Donc, je viens enfin de comprendre, merci. Voilà, écoute, avec plaisir. Donc maintenant, on trouve le schéma d'une partout sur Internet, en vidéo, sur notre site, on a un schéma. C'est important, c'est un petit coup de main à prendre. Moi, tu vois, paradoxalement, quand j'ai commencé l'équitation et tout, ma coach m'a pas appris. Donc, pendant très longtemps, j'ai mal noué mon licol. Tu vois, je vais pas critiquer les gens qui savent pas mal nouer, ils sont juste pas été informés. Donc moi, c'est l'éducation, hein, ça c'est clair. Ouais, mais c'est comme attacher ses lacets. Ouais. Tu vois, c'est bête. Tant que tu sais pas le faire, Voilà. tu sais pas le faire. Ok, écoute, je comprends mieux. Donc il n'y a pas de moyen mémotechnique, à part vraiment s'entraîner à regarder sur Internet et faire pareil. Ouais, faut faire pareil. Enfin, moyen mémotechnique, moi, ce que je dis à mes clients, en fait, tu fais tout. La tétia arrive par derrière, tu sors devant et tu fais un dé avec la tétière. En gros, la boucle te fait la grande barre du dé. D'accord. L'extrémité de la tétière, tu fais un dé, toujours en passant derrière. Tu vois, t'arrives par derrière, tu fais un dé, tu passes par derrière la boucle et tu reviens pour mettre l'extrémité dans la boucle formée, en forme de dé. Il y a il y a derrière. Voilà, mais franchement, y a un truc à creuser. Ça suffit pas. Je veux dire, le mieux, c'est les images, c'est la vidéo, c'est tout ça, quoi. Et du coup, je reviens sur la qualité des cordes, parce que tu en as parlé tout à l'heure. Tu disais que tu utilisais des cordes de qualité marine, en polyester. Ouais. Pourquoi marine? Pourquoi pas escalade? Alors, c'est pas du tout les mêmes propriétés, tu vois. Corde d'escalade, c'est... Enfin, en fait, je pourrais pas... Techniquement, je pourrais pas te parler de la corde d'escalade, mais je peux te parler en termes de sensation. Enfin, je sais pas si tu as déjà eu de la corde d'escalade. Tu vois, c'est assez dur. La gaine, elle est assez dure. Elle a... je sais même pas comment dire, mais les personnes qui ont eu une corde d'escalade savent que c'est pas adapté. Enfin, il y a... Dans la prise en main, enfin je sais pas, tu vois, ça c'est pas assez souple, la sensation d'utilisation est différente. Ouais, non, voilà, c'est pas du tout adapté. La corde de bateau, donc la corde marine, écoute, à la base, ça a été développé chez les Américains et on a suivi le mouvement, mais parce que c'était complètement adapté, parce qu'elle est souple et résistante. On a quand même des chevaux qui peuvent tirer, donc qui peuvent avoir un peu d'élongation. C'est le problème souvent des cordes de mauvaise qualité qui vont déformer le licol sur la durée. La corde en polyester, c'est bien tressé, donc double tressage de la gaine à l'extérieur et de l'âme à l'intérieur de la corde. Ça te confère vraiment toutes ces propriétés de résistance, une certaine élasticité, mais c'est relatif. Hein, oui, ça peut se déformer un petit peu sans être élastique. Oui, parce que tu veux en quand même quelques millimètres de... Voilà, quand tu veux un peu de... Quand tu arrives dans des travails avec un peu de finesse en cheval, tu fais des toutes petites vibrations. Si ta corde est trop rigide, ça va pas être bon, quoi. Et la corde de bateau est résistante, tu vois, à l'eau, à l'abrasion, aux UV, donc c'est adapté à l'activité extérieure, quoi. Ça se teste, ça, d'ailleurs, tout ça? Ah bah, les corderies le font. Moi, je travaille avec des corderies françaises qui sont toutes ISO 9001, donc des normes de qualité, de production, de contrôle qualité. Quelque part, j'y vais les yeux fermés parce que c'est des corderies réputées. Après, ça arrive quand même qu'il y ait des défauts. Mais c'est l'avantage de travailler avec... production, ça arrive. Hein. Après, c'est l'avantage de travailler avec des corderies françaises et c'est le côté local et la facilité de la qualité d'un SAV de mon fournisseur, en fait. D'accord. Juste pour le côté waouh, tu sais à combien elles résistent, les cordes que tu utilises? Ça dépend des diamètres. Écoute, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est des centaines de kilos. La centaine de kilos, alors je sais plus la corde de 6 mm, mais... Genre je peux tracter ma voiture avec? Je sais pas combien pèse une voiture. Je pense que sur de la corde de 16 mm, si tu as besoin de te dégager, t'embomber, il y a peut-être moyen. Il y a moyen. Toujours après, sur la corde de licol, peut-être pas, mais voilà. Non, j'ai pas ça en tête, mais c'est des tests qui sont faits de charge. Souvent, en fait, les corderies ne font pas que du matériel de bateau, ils font du matériel, des cordes pour la sécurité, pour d'autres disciplines, que ce soit des cordes d'escalade, de kitesurf, des trucs comme ça. Et puis il faut bien imaginer, c'est des corderies qui fournissent les grands navigateurs. Oui, et si ça résiste tu pars sur un à la force globe, du vent, dans l'eau salée avec le soleil. Tu peux pas te permettre d'avoir des cordes qui vont te lâcher sur une transat de 40 jours. Bon, tu vois. Ouais, je comprends. Canon. C'est la différence de cordes que tu utilises qui détermine ta gamme pro et ta gamme fun, parce que j'ai vu que tu avais deux gammes. Alors, ça revient, tu vois, à ce que je te disais tout à l'heure sur la création d'Horse & Ropes. La gamme fun, en fait, si tu veux, c'est ce qu'on trouve déjà, ce qu'on trouvait déjà sur le marché français. Donc, j'apportais rien de nouveau, en fait, si tu veux. Et moi, je voulais absolument... je sais pas s'il faut que je rentre un peu dans le technique, parce que ça va peut-être être peu intéressant, mais
Si tu veux une corde, c'est tressé, il y a différents brins. Comme quand toi, tu tresses les cheveux, tu as 3 brins. Et sur ma gamme Fun, donc corde en polyester qu'on trouve un peu partout, c'est du 16 fuseaux. Les fuseaux, c'est les brins. D'accord, ok. Donc simple. une tresse à 16 brins, en gros. Voilà, en gros. Et je voulais une corde plus tressée, comme ce que font les Américains et les Allemands, en haut, à 24 fuseaux. D'accord. Donc c'est un truc de qualité, en gros. Ouais, c'est un truc de qualité pour plus les personnes. Plus t'as des brins, plus c'est solide. Voilà, alors ouais. Après, quand tu peux en avoir encore plus, mais 32 fuseaux, mais alors là, ta corde elle est super dure. Donc c'est le bon compromis entre la souplesse et la résistance. Ouais, la solidité. Okay. Et la gamme Pro, c'était comme son nom l'indique, c'est vrai qu'au début, j'en vendais pas forcément beaucoup parce que c'était destiné aux cavaliers un peu pro ou des gens qui font du débourrage, l'élevage, coach, etc. D'accord. Et là, ça marche très bien maintenant. Ok. C'est une question qui est vraiment culture G. Mais les nœuds sur les licoles éthologiques, donc pas ceux qui sont sur la tétière, mais plutôt sur les côtés, j'imagine qu'ils ne sont pas là par hasard, parce qu'ils doivent être sur des zones bien particulières du cheval. Ouais. Tu peux nous en dire quelques mots ? En fait, si tu veux, le licol éthologique, il faut qu'il épouse la tête du cheval, en fait. Donc si tu veux, les nœuds, tu peux pas... Enfin, ça reste des cordes que tu noues, donc il faut que ça soit cohérent avec l'anatomie du cheval. Les nœuds, on va dire, sur lesquels il y a plus de débats, ou en tout cas l'important, c'est les nœuds de la muserolle. Tu vois. Oui, j'avais vu qu'il y avait plusieurs finitions, des simples, des diamants, des choses comme ça. Alors, ouais, je te parle des nœuds sur le chanfrein du cheval. Ah, pardon. Autant pour moi. Donc, on sait que le chanfrein, la tête du cheval, elle est très innervée. Donc, il faut pas que ton licol il soit trop haut, toi ta muserolle soit trop haute, sinon ça va faire mal avec tous les nerfs. Il faut pas qu'il soit trop bas comme ce qu'on disait tout à l'heure, pour pas que ce soit sur le cartilage. Donc les nœuds de la muserolle doivent être plus au niveau... alors on dit à 2 doigts des apophyses zygomatiques, en fait ça veut rien dire. Parce que tu prends mes doigts ou tu prends les doigts de l'ostéo de Prince, le mec il fait 1m90. C'est pas les mêmes doigts. Voilà, c'est pas les mêmes doigts. Donc l'idée c'est plutôt se dire... de la commissure des lèvres jusqu'à l'apophyse, tu traces une droite et tu as une zone là qui est un petit peu plus molle, qui est moins innervée, parce que l'idée du licol étho, c'est je mets mon cheval dans l'inconfort, il trouve la solution, dès qu'il a trouvé la solution, je cède. Donc il faut que là où ça repose les nœuds, ça soit pas des points déjà sensibles. Voilà. Puis il faut qu'il y ait vraiment une différence quand toi tu cèdes, que lui il le sente du coup. Oui aussi, voilà, il faut que ça soit assez sensible pour sentir et pas trop pour être dans l'inconfort permanent quand tu es censé être dans le confort. Ok, je visualise. Après c'est de l'esthétique finalement. Alors après, tu me le tressage ou les nœuds sur le côté. Alors tressage de muserolle, c'est vraiment de l'esthétisme. Alors on dit que ça peut apporter un peu plus de confort parce que la zone est plus large. Mais sur un cheval éduqué, honnêtement, pour moi, il n'y a pas de différence entre 2 bouts de corde sur la muserolle ou un tressage, tu vois. Ouais, okay. C'est de l'esthétisme. Moi, je recommande toujours, quand on commence le travail à pied, un licol tout simple. Un licol et une longe, mais tu fais plein de choses avec. À pied et monter, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, voilà. Ok. Et le nœud fiador, pour ce que tu me disais tout à l'heure, nœud fiador, nœud simple. C'est nœud fiador, du coup ? Ouais, diamant fiador, ouais. Moi, c'est la même chose. Ouais. Pardon. J'ai vu diamant sur Google, pardon. Ouais, non, mais t'as raison. C'est le bon terme aussi. En fait, le nœud fiador, donc c'est le nœud traditionnel des licoles américains. Ok. Voilà. Le nœud simple, il permet d'ajuster le tour de muserolle. Nous, on fait des tailles standards. Mais je vends un taille cob qui peut aller à un petit cheval, un connemara, un welsh. Ils sont pas tous faits pareil. Hein. Donc, ça te permet d'ajuster un peu ton tour de muserolle pour avoir quelque chose bien ajusté et justement qui baille pas trop pour pas risquer de se coincer quelque part, etc. Ouais, d'accord. Ta préconisation sur le diamètre des cornes, quand on est débutant ou quand on est confirmé, il y a des choses qui jouent ? Alors, pour ce qui est du licol, il faut partir sur du 6, 6,5. On voit des gros licols en diamètre 8 mm. C'est trop gros, quoi. C'est toujours cette idée confort-inconfort. Donc, quelque chose de précis, de relativement fin, en fait. Et en dessous, surtout pas en dessous de 6 mm. Surtout pas. Mais ça, c'est de la ficelle et ça fait mal. Exactement. Moi, je vends de la cordomètre sur le salon. Ça m'arrive au moins une fois par salon. Je veux de la corde 3 mm. J'aimerais 6 mètres. Alors là, ça me met la puce à l'oreille. 6 mètres, vous allez faire quoi ? L'école pour mon poney. Ah non. Non, je suis désolée, c'est pas possible. Je ne vous vends pas 3 mm, d'accord, de 3 mm. Vous allez blesser votre cheval. C'est pour le tressage, là, celle-là. 3 mm, c'est que pour le tressage. Ouais, tout à fait. Le tressage au sens déco. Tressage de la muserolle, oui. Licol 6 ou 6,5. Et pour la longe,
Alors la longe, on trouve du 14 ou du 16 mm, ou même du 10, ou même encore plus fin. En fait, l'idée c'est de se dire qu'est-ce que je veux, est-ce que je veux du poids, quel cheval j'ai en face de moi, est-ce que je fais du débourrage. Alors c'est vrai que les personnes qui ont des chevaux assez puissants, assez forts, qui font du débourrage, ils vont souvent partir sur la longe de 16 mm, tu vois. D'accord. Parce qu'en fait, c'est avec le poids que le cheval ressent tes demandes. Ok. Et ensuite, on va dire le diamètre standard aujourd'hui, c'est plutôt du 14 mm. Ok. Et après, quand ton cheval a du travail, tu veux quelque chose de plus léger, tu vas partir sur du 10 mm. Et après, tu as des diamètres encore plus fins pour vraiment du travail en finesse, à distance, dans la longueur. Enfin, d'accord. Voilà. Mais ça, c'est pas pour débuter en tout cas. Oui. Et au niveau longueur, parce que j'ai vu que tu vendais beaucoup de longueurs différentes. Sur les longes ? Ouais, sur les longes. Ouais. En fait, la longe de base, c'est la 3,70 m, 3,50 m, 3,70 m. Parce qu'au début, on va travailler à proximité du cheval. Ça permet quand même de mettre un cheval sur un cercle au pas au trot. Bon, au galop, ça va être trop petit, sauf si on a un Shetland. Ouais. Et après, en fait, on va vouloir, dans l'évolution qu'on a avec notre cheval dans le travail, on va vouloir travailler à distance. Et là, on va partir sur du 7 mètres. Ok. Pour avoir plus de mou, enfin de. Et tu as encore des longueurs, tu regardes le matériel Parelli et il te propose des longes, je sais même plus quelle distance c'est, si 14 ou 16, enfin je sais plus. Là, c'est vraiment pour des personnes très confirmées qui gèrent très bien le matériel, ils sont souvent sur des diamètres plus fins. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est quand on a un matériel plus fin, c'est la possibilité qu'il y ait plus de nœuds, de boucles qui se forment. Donc il faut être vraiment à l'aise avec son matériel parce que c'est quelque part, c'est un peu plus dangereux pour le cavalier. Ouais. Ok. Tes fournisseurs de cordes et de boucles, ils sont en France eux aussi ? Ouais. Pour moi, c'est important, ça fait partie de ma philosophie. Je suis artisan français, la corde, elle vient en France. Ok. Ça, on a la chance d'avoir des super corderies en France. On a quand même du littoral, donc on a des boîtes qui sont spécialisées dans tout ce qui est yachting, bateau, tout ça, donc il y a de quoi faire. Mes fournisseurs de boucles, j'ai la chance en plus de ça, c'est relativement local parce que c'est dans la région Rhône-Alpes. Ok. Parce que ton atelier est à Lyon. Et j'ai un fournisseur qui est du côté de Saint-Étienne. Donc voilà, c'est quand même... Effectivement, c'est pas loin. Je trouve ça... Alors, il y a d'autres fournisseurs en Suisse qui sont très bien, ou en Allemagne. Voilà, mais moi, je trouve ça bien de faire marcher les boîtes françaises. Après, il faut quand même pas se voiler la face pour être totalement transparente parce que c'est des valeurs hors Robs. Les boucles que vendent mon fournisseur ne sont pas produites en France. Sinon, ça serait pas le même tarif. On serait à 10 € de plus pour le simple mousqueton si c'était produit en France. Ouais. C'est produit en Asie. D'accord. Donc la corde est française, les boucles sont fabriquées en Asie, elles sont vendues en France. Voilà ce que je peux faire pour le moment au mieux sans que ça ait un impact. Je travaille pas dans le luxe. Non, mais la métallurgie, après, c'est des investissements qui sont lourds, ça demande aussi beaucoup d'humains. Voilà. C'est pas étonnant que ce soit délocalisé et que les investissements aient été faits ailleurs qu'en France. Après, je te cache pas que des fois, ça fait un peu mal. Hein. Quand je vois, ce qui est bien, c'est que j'ai un fournisseur qui met la traçabilité des boucles et je vois d'où ça vient, tu vois. Et quand tu vois, j'ai des boucles qui viennent de Taïwan, l'autre de Corée et l'autre de Chine, tu dis waouh, ça pas de carbone là, pas terrible. Ça a voyagé. Après, en soi, en termes de qualité, tu t'y retrouves très bien. Enfin, c'est pas parce que c'est fait loin que c'est mal fait, mais c'est plus l'impact environnemental du transport. Ouais. Moi, si tu veux, la valeur numéro 1, c'est la qualité. C'est vraiment important pour moi. Donc je reviens, merci Marie, sur ton engagement pour la planète, parce que j'ai l'impression que c'est assez fort. Ouais. Depuis tout à l'heure, on en parle, c'est une de tes valeurs profondes. Ouais. Écoute, quand tu as ta société, c'est chouette, quand tu as ta marque, de pouvoir faire les choses qui te correspondent à ta façon. Et tu vois, je veux dire, pour faire une image globale, tout ça, ça va, ce que je te disais, biodiversité, éthologie, respect de l'environnement, respect des animaux, respect de l'humain, c'est... Tout ça, pour moi, c'est cohérent, en fait. Donc, notre engagement, écoute, on a toujours fait des petits gestes. Quand je dis des petits gestes, déjà, moi, ma valeur numéro 1, c'est la qualité. C'est-à-dire, je vends un produit... Alors, soyons honnêtes, je vends un produit en polyester. Polyester, c'est de la chimie. Mais la chimie, c'est pas forcément mal. Hein. Ouais, non, mais... c'est pas écolo. Hein. Soyons quand même... faisons pas la langue de bois. On est sur quelque chose, sur un produit pas écolo, mais... l'idée, c'est d'avoir de la qualité. On achète un licol et une longe, pas d'obsolescence programmée. Dans 6 mois, je ne veux pas avoir mon client qui me dise non mais ça va pas là, faut que j'en rachète un. S'il veut en racheter un, c'est parce qu'il a un nouveau cheval ou parce que c'est quelqu'un qui a une habitude de consommation, qui aime changer sa tenue de son cheval. Enfin, tu vois, tout ça c'est personnel. Non, mais je comprends en tout cas que
tu limites l'impact en faisant augmenter la durée de vie. Voilà, moi c'est ça, déjà parce que je veux que le client soit satisfait du matériel et que ça va avec... on est vraiment dans une société de surconsommation et la vérité c'est que oui, je suis commerçante donc j'ai besoin de vivre de la vente de ces produits, mais je veux pas que ce soit de la survente, tu vois. Donc déjà c'est ça le numéro 1, l'engagement numéro 1 par rapport à la planète. Ensuite c'est les fournisseurs français, c'est recycler des cartons. J'ai la chance d'habiter à Lyon, donc j'ai des points relais partout, j'ai des postes partout. Donc je me déplace, et puis c'est bon pour la santé, je me déplace à pied, en vélo uniquement. Les colis, ils sont expédiés à pied ou en vélo. Bon, bien sûr, c'est juste 500 mètres, donc c'est pas la partie la plus importante du transport qui va arriver. Mais c'est quand même ça. Mais voilà, en tout cas, je prends pas ma voiture. Et des fois, c'est des trucs que je vais dire... limite ridicule, c'est que des fois il y a des périodes comme ça de rentrée ou de Noël où tu as beaucoup de volume. Attends, je blinde de sacs, j'ai un comment on appelle ça, un diable, et même quand j'étais enceinte, quand j'y pense, j'ai transporté des trucs. Et en fait, moi, je me suis limitée à 12 kilos. Tant que je dépasse pas les 12 kilos, psychologiquement, t'es bien. Ouais. Voilà. Et là, sinon, ça m'arrive de prendre la voiture. Donc, ces genres de petites choses. Là, c'est par exemple, sur le salon Equitaillon, on a revu toutes nos étiquettes. On est passé sur le papier craft. C'est bête parce que le papier, tu vas me dire, ça se recycle. Mais un papier qui est verni, qui a été traité, etc., c'est pas pareil qu'un papier brut. C'est clair. Et je prends le pari que l'étiquette, elle va s'abîmer, mais de toute façon, l'étiquette, elle va pas être gardée. C'est le premier truc que tu jettes, c'est le packaging. Hein. T'arrives chez toi, tu coupes, tu jettes. Exactement. Et donc l'idée, si tu veux, ça a été de limiter le packaging. L'étiquette, je la mets sur l'hélicole. Avant, j'étiquetais tout. Maintenant, je la mets quasiment que sur l'hélicole parce qu'il y a le schéma du nœud. Donc, il y a une utilité. J'étiquette les rênes, par exemple, s'il y a une différence de taille. Mais en tout cas, il y a un moment aussi, par exemple, je mettais des cartes de remerciement. Ça fait plaisir. Non, mais parce que ça fait partie de ma philosophie aussi. De ne pas être dans une vente froide où la personne a acheté sur un site internet, ne sait pas qui je suis, reçoit son colis, il n'y a rien dedans. Et ces derniers temps, je veux te dire, j'ai fait beaucoup d'envois comme ça, genre limite un peu trop minimaliste, tu vois. Et je me suis dit, non, attends, écoute, il faut trouver le juste milieu. Donc on est passé sur du craft. C'est des choses comme ça. Là, pour le moment, le défaut, et ça ne me convient pas, c'est que j'avais acheté à l'époque, il y a quelques années, quand j'ai commencé des petites élingues en plastique pour relier... l'étiquette au produit, ça va être fini. C'est en gros, oui, je vais terminer mon stock parce que je vais pas jeter pour jeter, tu vois. Mais ça, voilà. Donc c'est des petites choses comme ça. Tu vas faire un lien autrement, en chambre. Ou je vais pas le lier. Là, je suis sur un salon, donc je suis obligée. Mais sur les envois dans une enveloppe, le licol avec l'étiquette, c'est pareil. Ouais, d'accord. Pour qu'ils aient le nœud, mais voilà. Les cartes de remerciement, du coup, c'est fini. J'ai fait des cartes de remerciement avec des petites graines à planter pour les fleurs mellifères. Bon, ça, c'était juste une opération sur une durée courte parce que ça coûte très cher. Et c'était pour annoncer donc notre engagement. On est devenu membre 1% pour la planète, 1% for the planet. En fait, si tu veux, c'est quelque part, on s'est mis comme une espèce d'écotaxe. C'est de se dire, en fait, moi, je suis convaincue que tout le monde peut faire quelque chose à son échelle. Individuelle, collective, les entreprises, les États, c'est sûr c'est ceux qui pèsent le plus lourd dans la balance. Moi, je suis une toute petite entreprise. Mais pour autant, tu fais ta part. Voilà. Je fais ma part parce que à nouveau, j'utilise des produits en polyester, parce que mon activité est plaque clean, elle ne le sera jamais. Oui, puis ne serait-ce qu'expédier un colis, il faut bien qu'il y ait une voiture qui relie à un moment un point A, un point B, quoi. Ou tu vois, je te parle de la corde en polyester, mais depuis peu, on a le biotane. Le biotane, c'est fabriqué, c'est une marque déposée américaine. Il n'y a pas de production en France. Donc tu vois, là, par exemple, on n'est pas dans une Made in France. Enfin, on est Made in France parce que je fabrique en France. Importation américaine sur un produit ultra chimique, tu vois. Clair. Donc se dire, je rends un peu... Alors, je 1%, limite. En fait, donc qu'est-ce qui se passe? En fait, si tu veux, à chaque année, maintenant, il y a un bilan comptable. Et je dois prouver le chiffre d'affaires que j'ai fait auprès de cet organisme, 1% pour la planète. Donc, c'est ça, 1% du chiffre d'affaires. Alors, ce qu'il faut bien se dire, c'est 1% du chiffre d'affaires, ça paraît pas beaucoup. Mais en fait, si, je pense que ça peut vite l'être, parce que c'est avant impôt en plus, j'imagine. Avant impôt, c'est sur le calcul hors taxe. Par contre, 1% de notre chiffre d'affaires, c'est pas 1% du bénéfice, c'est beaucoup plus en pourcentage. Surtout qu'on n'est pas encore une entreprise extrêmement lucrative. Donc, oui, ça paraît peu, 1%, mais en fait, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de l'année, on va faire le calcul.
à la fin du bilan comptable, je vais choisir. Je vais demander à mes clients, à ceux qui veulent participer, de choisir des associations à qui on va reverser cet argent. Parce que quelque part, certes, c'est de l'argent qui est censé me revenir, mais c'est aussi l'argent des clients, tu vois, à la base. On va essayer de sélectionner, nous, au préalable, des associations sur différentes thématiques. C'est vrai que je suis très biodiversité, mais je suis aussi sur les déchets. Enfin, on va essayer de faire sélectionner 2-3 associations. Et soit on répartit l'argent sur ces 3 associations, soit on votera, en fait, je demanderai à la communauté de voter pour l'association à qui on donne, Orsen Rops donne cet argent. C'est un beau projet, beau geste. Ce sera quand, du coup, la fin de ton bilan comptable? C'est quand? C'est janvier, février? Décembre. Après, le temps de vraiment faire en termes juridiques, ça sera ça sera dans le courant de début d'année 2020. D'accord, ok. Donc suivez Orsen Rops, les gars. Il faudra voter. Et j'ai vu que tu avais eu une belle histoire sur un Licol Zero Waste. Ouais, écoute, tu vois, c'est marrant, tout est arrivé en même temps. En fait, 1% par planète, ça fait très longtemps que je suis ce mouvement. Et en fait, quand j'ai fait toutes les démarches et qu'en gros, mon dossier avait été accepté par l'organisme, mon fournisseur me contacte lors d'une commande et me dit voilà, Marie, on a fait des cordes. En fait, on a des chutes de fil. On n'est pas en mesure de faire une corde unie. D'accord. Alors, ils font des bobines de 100 mètres. On n'a pas assez de fil pour faire 100 mètres d'une même corde. Donc, on a testé, en fait, on a pris nos chutes. On a fait une corde qu'on a tressée. On voit ce que ça donne. Voilà, on vous envoie des photos. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, sur les photos, j'étais là, c'est pas terrible quand même. C'est une espèce de truc, il y a 10, 11, 12 coloris dedans. Je me suis dit, bon, écoutez, je trouve le geste génial et ça me correspond à fond. Donc, on va commander 100 mètres et on va voir. Alors oui, j'ai donné le nom Zero Waste parce que c'est ça l'idée en fait, c'est au lieu de jeter. Alors faut pas toutes être les naïf. chutes, ils en ont fait quelque chose de nouveau, c'est du recyclage quoi. Voilà. En fait, faut pas être naïf. Hein. Eux, ce qu'ils veulent, c'est valoriser leur matière première, ne pas avoir de déchets, ne pas avoir de pertes, ce qui est normal. C'est une entreprise, mais il y a quand même cet intérêt, tu vois, de pas jeter. Et ça a pris, mais c'est incroyable. Et là, ça fait plaisir parce que tu te dis. La communauté sur les réseaux qui suit Orsen Rops est en accord avec les valeurs d'Orsen Rops. Et ça, tu vois, moi je cherche pas forcément à être leader du marché français, mais par contre d'avoir des clients dans le même état d'esprit que moi, ça je trouve ça vraiment cool, tu vois. Et du coup, ça a créé des échanges après, tu vois, en privé avec des clients sur leurs habitudes de vie, et je trouve ça génial. Tu vas renouveler l'opération du coup? Alors, en fait, ça sera vraiment en fonction de mon fournisseur. C'est-à-dire que s'il a des chutes ou pas, quoi. Voilà, je vais pas lui dire de fabriquer artificiellement une corde Zero Waste, ça a aucun intérêt. Par contre, ce que je lui ai dit, parce que là sur cette corde, c'était vraiment quelques centaines de mètres de corde de Licol. J'ai eu beaucoup de demandes sur les longes, forcément. Donc j'aurais juste dit la prochaine fois contactez-moi avant et on voit si vous avez assez de chutes pour faire une longe qui va avec parce que d'accord. Enfin un ensemble, mais ça sera peut-être que ça sera pas avant 2-3 ans, ça dépend, ça rien. C'est pas grave, c'est un intérêt commun pour mon fournisseur et pour moi et pour même les clients. Alors, je reviens sur plutôt le process de fabrication. Combien de temps tu mets pour faire un Licol? Parce qu'il paraît que tu fais des choses incroyables en 5 minutes 30. Alors du coup... Oui, j'ai le temps d'écouter ton intro à ton podcast et de faire à Licol, si c'est ça la question. Écoute, ça dépend ce que tu appelles, si on parle de découper la corde, faire les nœuds et faire l'épissure, parce que ça c'est l'épissure en fait, c'est quand on relie, quand on fait rentrer la corde dans elle-même, en gros, ou dans le cas des Licol, c'est en fait sur la corde de tétière, nous la finition qu'on fait, c'est les deux brins de tétière, au lieu qu'ils soient détachés et... ça se balade et que du coup c'est un peu galère à attacher, on les relie avec une épissure. Donc si vraiment je te fais tout ça, découper, nœud, épissure, brûler l'extrémité, on est sur quelque chose de l'ordre de 5 minutes. Quelque chose comme ça. Et pour un tressage, là j'imagine que c'est plus long. Alors pour un tressage, ça va dépendre du modèle. Il y a des tressages qui sont assez rapides, il y en a qui sont beaucoup plus longs. Donc du coup on va plutôt être sur au moins 15 minutes. Et du coup, si demain je veux faire mon Licol moi-même, est-ce que c'est dur? Parce que j'ai vu que tu vendais les fournitures, que tu vends la corde, les boucles, etc. Alors, c'est pas facile. C'est-à-dire que tu vas galérer. Après, ça dépend à quel point t'es manuel. C'est un coup de main à prendre. Ouais, si tu veux faire les choses bien, tu vas faire les nœuds
alors je sais plus exactement le terme technique du nœud, mais croisé, inversé, enfin en gros ils sont, tu vois les nœuds comment ils sont faits, ils se croisent, enfin oui, c'est pas un nœud de lacet, hein. C'est pas un nœud de lacet. Il y a des personnes là qui viennent me voir sur le stand qui veulent un tressage sur leur licol qu'ils ont fabriqué, c'est des nœuds grossiers, du coup qui sont pas symétriques, pas équilibrés, c'est moins bien, tu vois. Après si tu veux faire les choses bien, ça va te prendre un peu de temps. Et surtout, c'est de réussir à faire les bonnes mesures, tu vois. Donc, il faut prendre les mesures sur son cheval. Enfin, c'est quand même un petit peu de travail, quoi. Ouais, d'accord. Donc, c'est pas infaisable. Il y a plein de tutos sur Internet. Au niveau de tes gammes, de tes couleurs, tu les renouvelles régulièrement? Tu as de nouveaux modèles, là, sur le salon Equitalion dont tu aimerais parler? Sur le salon Equitalion, on a ajouté le vert sapin. Mon gros problème, mon fournisseur gamme pro, j'ai aucune flexibilité sur les couleurs. Il faudrait que je commande... Enfin, peut-être un jour, si Arsène Rob, c'est assez grand, je pourrais. Mais là, c'est niette, quoi. Donc, je peux pas renouveler mes coloris gamme pro. Ça, c'est le gros défaut de ma gamme. Donc là, en fait, toutes les couleurs que tu as, c'est déjà toutes les couleurs existantes. Marine, rouge et beige, c'est super original. Mais c'est comme ça. Et à nouveau, qualité avant toute chose. Mon fournisseur Game Fun est beaucoup plus flexible. Hein, celui qui m'a fait l'école Zero West. Ils ont déjà pas mal de coloris au catalogue. Après, sur d'autres selleries qui sont plus anciennes que moi et que Arsène Rob, c'est qui sont des séries beaucoup plus importantes, ils ont plus de coloris, mais parce qu'ils peuvent se permettre d'acheter aussi plus. Moi, il y a contrainte budgétaire, on va dire. Donc j'aime bien ajouter de temps en temps un coloris. Il me reste des coloris du catalogue de mon fournisseur que j'ai pas encore ajouté. Donc là, sur Equita, on a rajouté le vert sapin, qui est quand même la couleur tendance de l'hiver. Ouais, du moment, ouais, c'est clair. Donc c'était dommage. Et bah, tu vois, le résultat, c'est que il me reste 2 longes là. Ah ouais? Après une journée de... On est jeudi. Hein, je tiens juste à dire qu'on est jeudi et il est 13h. Voilà, et qu'il n'y a plus sur mon site internet. Là, hier, je crois que j'ai vendu le dernier licol et que je suis en rupture. J'ai jamais eu une corde à part la Zero Waste qui est partie aussi rapidement. Un truc de dingue. Hein. Ouais, écoute, c'est super. Tout le malheur que je te souhaite. Ouais, c'est super. Non, mais c'est génial. Donc j'aime bien effectivement de temps en temps ajouter une couleur qu'il n'y a pas et que mon fournisseur propose. Et ce qui est sympa avec mon fournisseur, c'est qu'il me fait des cordes bicolores à façon. Donc je lui dis, je veux telle couleur ensemble. Là, par exemple, j'ai fait pour une écurie, c'est l'écurie qui m'a demandé une couleur aux couleurs du club, donc marine et orange pastel. Voilà, mon fournisseur il au l'a top, fait, il l'a fait, comme ça tout le monde est content. Enfin, tu vois, ça c'est génial. Et ça, c'est l'avantage aussi de travailler avec des fournisseurs français, tu vois, d'avoir du vrai dialogue et de l'échange et pouvoir proposer des trucs sympas. Des nouveaux modèles dont tu aimerais parler? Tu m'as parlé du biotane, des bridons licol en biotane. Alors en fait c'est vrai que j'aime bien Equitalion, pour moi c'est important, on est là tous les ans. C'est important de se renouveler, qui a le côté, je viens acheter mon licol, j'ai déjà du matériel chez vous, je viens acheter mon licol m'allonge. Mais j'aime bien quand même surprendre un peu les clients, leur dire nous on continue à faire des efforts pour vous trouver des choses sympas qui peuvent répondre à vos besoins. Et je suis très à l'écoute au moment des salons, des demandes en fait. Et l'année dernière, j'ai eu beaucoup de demandes sur les bridons licol. Et moi, j'ai très envie de développer tout ce qui est... ça me correspond aussi maintenant à l'équitation de loisirs d'extérieur. Donc l'idée, c'était vraiment cette idée de bridon licol. J'aime bien, continue. Et surtout, on est à la période automnale. Ouais. Maintenant, toute personne qui sort en extérieur, on entend les coups de fusil. Ça va être beaucoup moins marrant, en plus. Voilà, les journées se rétrécissent. Si tu as ton cheval au pré, que tu dois traverser une route, si tu te balades avec ton chien, ça va pas te garantir une sécurité au top. C'est juste des accessoires, du matériel adapté à la saison. Après, risque zéro, ça n'existe pas. Donc là on est très très content d'avoir sorti, donc c'est pas nouveau, biotane réfléchissant, ça existe. C'était pas chez Arsène Rob, on a développé nos modèles pour que ça soit toujours une certaine personnalité de la marque et c'est bien reçu. Ça fait plaisir de se dire on s'est pas raté quoi. Et les chiens, par contre, les chiens, moi, j'ai pas de chien, j'ai des chats, mais j'aimerais bien en avoir un. Mais bon, je suis en appart, c'est comme ça. Mais souvent, quand même, le chien dans le milieu du cheval, c'est un compagnon vraiment sympa. C'est un deuxième compagnon. Ouais. Et du coup, je me suis dit que ça serait cool de faire des petits produits aussi pour eux, pour quelque part assortir son chien, son cheval. Voilà. Quoi. Ouais, carrément. Alors, je pose la question à tous mes invités. Ouais, dis-moi. Et ce sera le mot de la fin du coup. Si je devais te demander le premier mot qui te vient à l'esprit quand je te parle de lien cavalier-cheval, ce serait
Écoute, lien cavalier-cheval, pour moi, c'est la magie, on va faire dans le poétique, la magie d'une interaction entre deux espèces. Ok. Voilà. Pas du tout. Voilà, je vais développer ça. Mais ouais, vraiment ça. Interaction entre deux espèces. Et ça, c'est assez magique de voir ce qu'on est capable de faire avec un animal qui n'a pas du tout les mêmes capacités cognitives que nous et la même physiologie, anatomie, tout ça. Bah écoute, c'est très bien. Je pense que ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup, Marie. Bah, merci à toi, c'était un plaisir. Et écoute, je te souhaite plein de belles interviews avec tes prochains intervenants sur le podcast. Bah, écoute, j'espère. Et moi, je te souhaite un excellent salon et une excellente continuation. Merci beaucoup. À plus. Prochaine. Hello à nouveau. C'est la fin de notre épisode C'est pas sorcier de Nouer un Licol Eto. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris quelque chose sur le matériel horsemanship. Si jamais vous êtes curieux sur la marque Horse & Rope, allez donc voir leur site internet www.horseandropes.fr, cheval et corde au pluriel.fr, ou leur page Instagram ou leur page Facebook. Moi-même, j'ai craqué et j'ai acheté un Licoletto, des rennes, et je vais tester pour Marie son bridon Licol biotane réfléchissant. Donc je vous en donnerai des nouvelles. Pour être au courant des nouveaux épisodes, abonnez-vous au podcast C'est pas sorcier sur la plateforme de votre choix ou sur la chaîne YouTube de J'entraîne mon cheval. Parlez du podcast autour de vous. Si vous êtes ravi d'explorer le lien cavalier-cheval, eh bien faites-le moi savoir. Mettez-moi 5 étoiles sur la plateforme de votre choix ou commentez le lien Facebook. Je suis toujours ravie de savoir si les épisodes vous ont plu et comment progresser. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me proposer des idées de personnalités équestres à interviewer, rendez-vous sur la page Facebook J'entraîne mon cheval ou sur Instagram @j'entraîne mon cheval. Je dis ça parce que mine de rien, dans 3-4 semaines, c'est le Salon du Cheval de Paris. Alors on sait jamais. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à bientôt.